sur les communistes. Il le confirme en exclusivité à notre micro. Il travaillait pour moi. Il était employé de l'armée américaine. Il était payé. Si le diable aurait été venu pour m'aider, je l'aurais employé. Et je crois que j'avais employé le diable. Hein. Dabringaos qui le répétera aujourd'hui au procès. Ce matin, le regard du prix Nobel Elie Wiesel, qui depuis les États-Unis a suivi cette deuxième journée avec, inscrit dans la mémoire, le visage d'une fillette. Pendant la lecture de l'acte d'accusation qui durait 6 heures, je songeais, moi, au livre bouleversant que les Klarsfeld ont consacré aux enfants d'Isieux. Et c'est la voix d'une petite fille juive d'Isieux qui m'arrive de loin, comme de l'autre côté du monde et de la vie. Cette petite fille juive avait 11 ans. Elle s'appelait Liliane. Et dans une lettre à Dieu, elle écrivait « Dieu, c'est vous qui commandez. C'est vous qui êtes la justice. C'est vous qui récompensez les bons et qui punissez les méchants. Dieu, c'est grâce à vous que j'ai une belle vie avant. Mais après cela, je vous demande qu'une chose. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Je vous dis un merci d'avance. » Puis elle avait 11 ans, Liliane. Et Liliane est morte, et Barbie est vivante. En France, les criminels nazis qui ont dirigé la solution finale, qui ont persécuté les résistants, ces dirigeants étaient tous des docteurs en droit, on peut dire. Les criminels nazis qui sont dans les livres d'histoire et dans chaque région qui ont laissé un souvenir indélébile, eh bien, leur carrière, avant la guerre, était celle de jeunes magistrats, jeunes hauts fonctionnaires, et après la guerre, étant assurés d'une impunité totale, ils ont repris le cours de leur carrière. Lischka, l'adjoint de Knochen, chef de la police nazie de la région parisienne, était magistrat de formation. Heinrichson, qui jetait donc les enfants dans les autobus pour les envoyer au train malgré leur résistance parce qu'ils comprenaient que quelque chose de mauvais allait leur arriver, Heinrichson est devenu bourgmestre de sa ville. Nous avons décidé donc de mettre fin à cette impunité de la plupart des criminels nazis allemands qui avaient opéré en France. Et chaque fois qu'on manifestait ou on cassait le carreau de son bureau, la police arrivait, les voisins appelaient la police bien sûr, nous étions arrêtés, condamnés, expulsés de l'Allemagne, mais en répétant ces actions une dizaine de fois, on avait commencé à mobiliser l'opinion publique en France, en Allemagne et en Israël. Jusqu'à Mörder! Oui, Mörder, oui! Ce que nous souhaitions, c'était que la justice fasse son travail et que c'était pas du tout la vengeance que l'on recherchait. J'ai menacé une fois d'un revolver Lischka, donc lui était armé, moi j'avais un revolver qui était un revolver factice. Bon, j'ai appuyé sur la détente et il n'y avait donc rien, et j'ai poussé un éclat de rire et je suis parti, j'ai réussi à fuir. Je suis même monté dans le train et je me suis mis à côté des policiers de la douane qui allaient vers Aix-la-Chapelle et vers la Belgique, de façon à ce que
être en sécurité auprès des policiers. Mais j'ai eu un mandat d'arrêt immédiatement après. Je l'ai fait parce que c'était une situation bloquée au point de vue judiciaire. Et pour la débloquer, il fallait faire comprendre aux Allemands que s'ils ne jugeaient pas, s'ils ne ratifiaient pas la convention franco-allemande et s'ils ne jugeaient pas les criminels, ils auraient à affronter des situations de terrorisme. C'était extrêmement difficile, je dois dire, pour notre groupe d'enfants déportés de partir en Allemagne et de créer des scandales, parce qu'il fallait créer des scandales, on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui a eu lieu en effet à Cologne la dernière audience du procès de 3 responsables de la Gestapo à Paris, Lischka, Hagen et Heinrichson. Si ce procès a pu avoir lieu, c'est en grande partie grâce à l'acharnement de l'avocat français Serge Klarsfeld. Je crois qu'il fallait les juger parce que s'ils n'ont pas été jugés, c'est qu'ils ont été protégés. Ils ont été protégés par une partie de la société allemande, surtout leurs contemporains. La relève est passée aux mains d'une autre génération. Et je crois que cette autre génération a un regard plus objectif. Quand nous avons été assurés d'obtenir le jugement des criminels allemands, je me suis dit ce n'est pas possible d'aller au procès à Cologne sans avoir le bilan de la solution finale en France, et également sans que soient présents tous ceux qui ont été assassinés. Alors, Maître Bergeon, quelle a été la réponse de... Non. Oui, prenez un micro. Oui. La réponse de M. Barbie a été la suivante. Je demande la présence de mon avocat. Après consultation de son avocat, M. Barbie a déclaré « Je refuse d'assister au débat ayant été enlevé illégalement pour être ramené en France. Requis de signer, a signé Klaus Hartmann. » Bien, donnez-moi votre procès verbal. Alors, monsieur le greffier, veuillez nous donner lecture intégrale du procès verbal, là, s'il vous plaît. Sommation de comparaître. L'an 1987 et le mercredi 13 mai à 17h10, sur désignation de Monsieur le Président de la Cour d'assises du département du Rhône, je sous-signais Bergeon Thierry, huissier de justice à Lyon, y demeurant 30 rue Victor Hugo à 69002 Lyon, assisté de Madame Dejean Carla, interprète en langue allemande, régulièrement désignée et assermentée par Monsieur le Président de la Cour d'assises à l'audience du 11 mai 1987. Est fait sommation au nom de la loi et conformément à l'article 319 du Code de procédure pénale à Monsieur Barbie Klaus, actuellement détenu à la maison d'arrêt Saint-Joseph à Lyon, nous trouvant au greffe du petit dépôt au palais de justice de Lyon, où étant et parlant à sa personne ainsi déclarée, d'avoir à comparaître ce jour, mercredi 13 mai 1987, à 17h10, par devant les magistrats et jurés composant la cour d'assises du Rhône, siégeant au palais de justice de Lyon, place Paul Ducaire, à Lyon 5e, chargé de juger les faits qui lui sont reprochés, lui indiquant en outre que faute par lui de déférer à la présente sommation, le président de la cour d'assises, en vertu des dispositions de l'article 320 du Code de procédure pénale, avait la faculté d'ordonner qu'il soit amené par la force publique ou d'ordonner qu'il soit passé outre son absence au débat. Ce à quoi il m'a été répondu par M. Barbie Klaus.
Je demande la présence de mon avocat. Et après consultation de son avocat, M. Barbie a déclaré « Je refuse d'assister au débat ayant été enlevé illégalement pour être amené en France. Requis de signer, a signé Klaus Altmann. » Merci, monsieur le greffier. Maître Gourion, vous avez demandé la parole? Oui, s'il vous plaît, monsieur le président. Pierre-Alain Gourion, avocat à Lyon, pour le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Je voudrais, pour les parties civiles, en constatant avec la Cour que Barbie Altmann refuse de comparaître devant ses juges, après avoir assisté à quelques audiences, tout d'abord m'étonner qu'il le fasse sur le motif qu'il allègue, cet enlèvement dont on nous parle, alors qu'il y a 3 jours, il tenait le même langage, et qu'il y a 6 mois, et qu'il y a 1 an, et qu'il y a 2 ans, son avocat tenait le même langage. Donc c'est bien à un coup de publicité qu'on a à faire face, puisqu'il n'y a rien de nouveau dans l'argumentation de Barbie et de Maître Vergès dans ce dossier. C'est le premier point. Le second point est que nous avons à poursuivre ces audiences et ce procès en l'absence de l'accusé, et que nous allons avoir à examiner un certain nombre de faits. Et nous souhaitons simplement attirer l'attention de la défense de Barbie Altmann à propos du point suivant, sur les faits qui seront évoqués à partir de maintenant. Il est bien clair que Barbie, n'étant pas là, ne pouvant répondre, et son avocat ne pouvant par conséquent lui passer éventuellement une consigne, il est évidemment hors de question que notre confrère Jacques Vergès puisse répondre sur les faits à la place de son client. Voilà, Monsieur le Président, la précision que nous souhaitions donner et l'intervention que nous souhaitions faire. Monsieur le procureur général, avez-vous des réquisitions à prendre? Vous avez le choix, et c'est votre décision, Monsieur le Président, de décider soit que Klaus Barbie sera amené par la force, soit qu'il sera passé outre au débat, ce qui signifie que son jugement se fera en son absence. Qu'est-ce que c'est qu'un procès? Mesdames et messieurs les jurés, vous vous souvenez du serment que vous avez prêté. C'est un lieu où vous devez, dans votre intime conviction, vous forger une idée au vu des charges qui sont présentées et des moyens de défense qui seront produits. La meilleure façon pour un accusé de discuter les charges, c'est d'être là et de les contester, et de pouvoir personnellement, quel que soit le talent de son conseil, présenter lui-même une partie de sa défense. Klaus Barbie a choisi de se retirer. Il n'est pas du tout dans mes intentions de requérir, Monsieur le Président, que vous l'ameniez ici par la force. Ce sont des procédés, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas de notre saison. Mais je voudrais solennellement rappeler à messieurs et mesdames les jurés le serment qu'ils ont prêté et dans lequel il est dit qu'ils ne doivent trahir ni les intérêts de la société, ni les intérêts de l'accusé. Et aussi douloureux que ça puisse être, ce que je dis en ce moment, je crois que c'est la seule victoire de la démocratie sur le nazisme. C'est que même en l'absence de quelqu'un, en votre conscience, comme vous l'avez promis, et parce que intimement vous savez que c'est ce qu'il faut faire, vous allez peser les charges indépendamment de l'absence, et les peser pour vous forger une intime conviction. C'est votre devoir, et c'est surtout l'honneur de la justice. Je vous demande donc, Monsieur le Président, de décider qu'il soit passé outre au débat et que les audiences se poursuivent en l'absence de l'accusé. Est-ce que les parties civiles, oui, Monsieur le bâtonnier? Bernard du Grand-Rue, avocat à Paris. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, au nom de l'ensemble des parties civiles, nous nous rallions aux réquisitions de Monsieur le Procureur général. Nous n'exigeons pas une mesure de coercition. Je ne crois pas que ce soit dans la tradition de la justice française, même si le Code vous en donne la possibilité. Nous regrettons simplement que les débats ne puissent pas avoir leur pleine ampleur et qu'en définitive, Klaus Barbie refuse de faire face à son passé et aux accusations qui sont portées contre lui. Maître Vergès, vous avez droit à la parole en dernier. Je n'abuserai pas. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai entendu parler de l'attitude de Barbie et de Maître Vergès. Que si M. Barbie était resté ici, j'aurais eu loisir de lui transmettre des consignes.
C'est le caractère étrange de ce procès, que des avocats de la partie civile mettent face non seulement le procès de l'accusé, mais le procès de leur confrère, qui accomplit la tâche fondamentale de notre profession. Et cela, je voudrais, moins pour vous, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, que pour vous, Mesdames et Messieurs les jurés, le dire. Le dire après ces incidents qui ont pu vous paraître un peu vifs. Si notre profession existe, c'est pour que nous défendions. C'est que pour nous défendions des gens qui sont l'objet d'accusations. Et précisément, plus l'accusation est grave, plus notre rôle est nécessaire. Alors qu'on fasse après le procès de M. Barbie celui de Maître Vergès, cela m'est indifférent parce que c'est le prix à payer. Ceci étant dit, je ne voudrais pas que vous interprétiez mal l'attitude de mon client. On vous a dit, on en est obsédé, que c'est un coup de publicité. On vous le dit alors que tout à l'heure, je n'étais pas rue de la Bombarde, où les sirènes de la renommée étaient présentes et où certains de mes confrères sacrifiés aux besoins de la publicité. Je n'y étais pas. Ce n'est pas un coup de publicité et je voudrais que vous le compreniez. La position de Barbie, il vous a dit, ma position est juridique. Et je vais vous l'expliquer en termes très simples. Barbie, un jour, a été mis en prison en Bolivie pour une dette commerciale. Ensuite, il a été jeté dans un avion par un ministre de l'Intérieur qui n'est plus rien aujourd'hui et que vous entendrez tout à l'heure ou demain. Un monsieur qui a touché $5 000 pour enlever Barbie. Il a été mis dans un avion où il y avait 2 gendarmes français en civil. Il a été amené à Cayenne et on lui a dit « vous avez été expulsé ». Vous comprenez très bien que ce n'est pas vrai. Quand on expulse quelqu'un, d'abord il faut le déchoir de sa nationalité. Si demain quelqu'un demandait au gouvernement français de me déchoir de ma nationalité, me confondant avec mon client, il faudrait 2 ans de procédure. Il faudrait un avocat, il faudrait un juge. Là, il n'y a pas eu d'avocat, il n'y a pas eu de juge. C'est un ministre qui a dit vous n'avez plus la nationalité, puis oust. Et quand vous chassez quelqu'un de France, s'il est d'origine allemande, vous le renvoyez en Allemagne, à condition qu'il n'y soit pas recherché. S'il est belge, vous le renvoyez en Belgique. Vous ne prenez pas un avion pour le conduire à Moscou. C'est plus une expulsion, c'est une livraison. C'est ce qui s'est produit. Et lui, en ce moment, il y a une procédure qu'il a engagée par l'intermédiaire d'avocats boliviens. Parce que, il faut que je vous explique aussi, la France est un pays de vieille culture. Il y a des pays lointains, exotiques, qu'on doit respecter aussi. La Bolivie aussi a ses lois. Il y a devant la Cour suprême de Bolivie 2 avocats qui ont engagé une procédure depuis plusieurs mois pour voir annuler la déchéance de sa nationalité et annuler l'expulsion. Et ces avocats boliviens lui disent et me disent, et leur raisonnement est logique, vous ne pouvez pas rester devant cette cour d'assises, même si vous avez du respect, et c'est le cas pour Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, vous ne pouvez pas rester parce que c'est une question de principe. Monsieur Barbie ou Altman, c'est un débat futile, ce débat sur son nom, était ici, il est très prêt à vous répondre, mais vous devez comprendre que c'est sur la pression légitime, la pression fondée de mes confrères boliviens qu'il a pris cette décision, et moi-même, je suis prêt, le premier à le regretter. Ce n'est pas une sinécure que de défendre un homme objet de telles accusations, mais la tâche devient encore plus difficile lorsqu'il est absent. Mais j'ai dû me rendre à la logique de mes confrères boliviens. Effectivement, c'était une question de principe. Ce n'était pas une question de discourtoisie ni de méfiance envers vous. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Ordonnance. Nous, André Serdini, président de la Cour d'assises du Rhône. Vu les dispositions des articles 319 et 320 du Code de procédure pénale, vu le procès-verbal dressé le 13 mai 1987 par maître Bergeon Thierry, huissier de justice à Lyon, constatant le refus de l'accusé Klaus Barbie d'obtempérer à la sommation qui lui a été faite sur notre ordre d'avoir à comparaître par devant la Cour d'assises du Rhône et dont lecture a été donnée à l'audience. Oui, monsieur le procureur général, qui requiert qu'il soit passé outre débat. Oui, les parties civiles qui se rallient aux réquisitions du ministère public. Oui, le conseil de l'accusé qui ne s'oppose pas à ce qu'il soit passé outre au débat. Attendu qu'il y ait lieu de constater le refus injustifié de comparaître de Klaus Barbie
qu'il y a lieu également d'ordonner qu'il sera passé outre au débat. Par ces motifs, constatons le refus injustifié de comparaître de l'accusé Klaus Barbie et ordonnons qu'il sera passé outre au débat. À Lyon, le 13 mai 87, à 17h36. Richard Zelmati, avocat des parties civiles. Le refus de comparaître, bien sûr dicté par son système de défense, si vous voulez. Je pense que si, et ça je le respecte, si vous voulez, si le système des défenseurs de Barbie lui avait donc préconisé la présence et la possibilité de répondre aux questions, il aurait rejoint ce système de défense. Et que ça n'est pas une volonté toute personnelle de quitter l'audience. Je crois qu'il était assez content d'être là, si vous voulez, donc d'être là. Ça, c'est ma perception. Je vous dirai pourquoi on va le percevoir, puisque je l'ai interpellé à un moment, avant qu'il ne parte, et je crois que son système de défense a compris que cet homme, peut-être dépassé un petit peu par l'histoire, rattrapé par sa mémoire, avait gardé en lui son sens du commandement et voulait encore paraître, et en étant là, les réponses risquaient de se retourner contre lui. Je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, c'est un système de défense. Il disparaît de la scène, et autant c'est une déception profonde pour les parties civiles, autant côté du ministère public avec les deux magistrats, bon, c'était une éventualité à laquelle il convenait de s'attendre. C'était une possibilité. Donc le parquet, non pas déçu, mais choqué qu'on déserte le prétoire de cette façon-là, en a tiré les conséquences qu'il convenait d'en tirer. Mais il s'y attendait. C'était une possibilité, surtout lorsque vous avez comme défenseur Jacques Vergès, où la part belle était faite aux incidents, aux échanges, si vous voulez. Mais il fallait que Barbie ne soit plus présent pour justement être libre de la stratégie mise en place pour le défendre. Je pense que lui-même, l'âge étant là aussi, aurait été dépassé par ses réponses et ne se serait pas inscrit dans le système de défense qui avait été choisi. Donc, Pierre Truche est obligé, comme tous, de prendre acte de cela, et indépendamment des efforts qui vont être déployés mais qui sont vains, Barbie, hormis malgré le suspense qui est laissé, parce qu'il fallait que ce soit entretenu par un suspense, ne reviendra pas, si ce n'est à des moments bien déterminés et bien calculés. Le procès va hélas se faire sans lui, mais c'est pas pour autant qu'il va perdre de sa dimension historique. Parce que justement, ceux qui vont prendre le relais, chacun à sa façon, et là tout le monde va s'y mettre par les acteurs principaux, j'entends le président qui conduit les débats, l'accusation qui justement porte cette accusation, les parties civiles qui vont beaucoup apporter, vont faire en sorte que ce procès rejoigne une dimension historique et ne perde jamais sa dignité. Un homme arrive en France, qu'on présente comme absolument condamné d'avance, comme indéfendable, et je me dis pourquoi pas le défendre, et prouver que pour un avocat il n'y a aucune cause indéfendable. De ce point de vue, je vous dirais que je suis déjà assez satisfait. J'ai un tempérament heureux. Une deuxième série de raisons est que je suis eurasien comme vous savez, que j'ai vécu dans une société coloniale mon enfance. Je ne peux pas dire en toute honnêteté que je sois victime de discrimination raciale aujourd'hui, ce serait un mensonge. Mais j'ai vécu dans une société coloniale où régnait la discrimination raciale. Et j'ai été ensuite l'avocat du FLN. Je crois, étant avocat, que la défense, c'est-à-dire la défense de l'individu contre l'État quel qu'il soit, est une fonction nécessaire accomplie par la défense. Quand j'ai été démobilisé, j'étais un militant étudiant très actif à Paris au sein des organisations d'étudiants coloniaux qui regroupaient toutes ces organisations de Vietnamiens, Cambodgiens. Vous étiez communiste. J'ai quitté le Parti communiste en 1957, pendant la bataille d'Alger. Oui. Parce que j'étais en désaccord avec la position du PC sur la question coloniale. Je me suis établi à l'indépendance de l'Algérie à Alger. Je me suis marié, j'étais avocat. Et c'est à ce titre que j'ai été le défenseur, à la demande du gouvernement algérien, des premiers fidaïns palestiniens arrêtés. C'était en 65. La vraie question à poser à Vergès, c'est à laquelle il ne répond systématiquement pas. C'est le trou. C'est le trou. Qu'est-ce qu'il a fait de 70-78 ? Un type qui disparaît au point que sa femme est déclarée veuve, c'est quand même extraordinaire. Je quitte le barreau d'Alger.
Et il reste pendant 8 années. Le fameux trou je mène une vie très discrète. Le fameux trou Vergès. Et sur laquelle je n'éprouve pas le besoin de m'expliquer parce que n'ayant aucune ambition électorale, ne désirant pas devenir ministre ou conseiller général, je n'ai pas d'explication à donner. Il a fait une opération politicienne toute sa vie. Toute sa vie. Bon, une opération politicienne de grand talent. C'est un homme d'une grande envergure, non pas seulement comme juriste, courageux. Mais c'est... Oh, pas du qui a été courageux. Non, c'est un vocabulaire qui m'est tout à fait étranger. Il n'y a aucun courage à défendre, par exemple, Barbie, quand on a défendu le FLN. C'est un grand choc pour moi de voir que l'initiateur de la défense politique du FLN, ce qu'on appelait la défense politique des Algériens, accepte de défendre un type comme Barbie. Moi, j'avoue que le métier d'avocat, c'est un métier que je comprends pas très bien. En octobre 84, a été arrêté à Lyon Ibrahim Abdallah. Qui l'a pris comme avocat? Jacques Vergès. C'est celui dont les poseurs de bombes à Paris, là, de ces derniers temps, demandent la libération, entre autres. Je fais mon travail, je le fais d'une manière parfaitement indépendante. Et c'est ce qui est... C'est une question que je vous avais pas encore posée. Et c'est ce qui étonne. Le fric, j'avais pas encore posé la question du fric, la question qu'on pose toujours. Et c'est ce qui étonne. Qui me paye? Personne. Et il n'y a pas seulement l'affaire de M. Barbie. Je défends en ce moment M. Abdallah Ibrahim. Oui. Je vais vous dire tout simplement que je le défends pour rien. Oui. Alors je vais essayer de vous poser une question plus précise. Qui est François Genoux? François Genoux, qui est-ce? C'est un financier, non pas un banquier, on l'appelle banquier, mais enfin c'est un financier suisse, qui a une vie assez compliquée. Qui a eu des sympathies pour le Troisième Reich. C'était un Suisse totalement pro-nazi, avant la guerre et pendant la guerre. Je l'ai rencontré pendant la guerre d'Algérie. Je dirais dans les salons du FLN, salons entre guillemets. Et qui ensuite a pris contact avec ce qu'on appelle, entre guillemets, la résistance palestinienne et les Palestiniens les plus marxistes, ceux du FPLP de Habash. Et vous me dites que ce n'est pas Genoux qui finance vos... Absolument pas. Ce n'est pas lui. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une contradiction dans cette attitude de passer de l'extrême droite à l'extrême gauche, alors qu'en vérité, les deux extrêmes se rejoignent bien quelque part. C'est la lutte contre les Juifs et contre Israël. Il ne faut pas tomber dans une diversion et faire le procès de l'avocat quand on ne peut plus faire le procès de l'accusé. Et Vergès a commencé à transformer son rôle de défenseur en un rôle d'accusateur. Chez moi, ça ne sent pas le soufre, ça ne sent que le cigare. Et le meilleur, celui de la Havane. Gonin, Daniel, 59 ans. D'accord. Domicilié à l'Institut médico-légal de Lyon. Vous jurez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Vous levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Vous avez, vous également, docteur, participé à l'expertise psychiatrique de l'accusé. Nous vous écoutons. Il m'appartient donc de faire une synthèse du travail que nous avons fait avec Jacques Védrine et Didier Weber. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, quoi qu'il apparaisse, Barbie est un homme ordinaire. Ordinaire au sens commun. Par exemple, au plan intellectuel, il a des possibilités moyennes. Il avait la possibilité de faire des études secondaires, des études peut-être supérieures, sans plus. Il est également un homme ordinaire dans son aspect. Tout au long de nos rencontres, il a toujours gardé un aspect convenable. Et nous verrons que pour lui, c'est une importance considérable. Il faut qu'il présente tout le temps une image possible pour lui et pour l'autre, sans aspérité, sans manifestation émotionnelle. Il garde toujours, ou presque toujours, un bon contrôle, ne supportant guère de perdre ce contrôle, ce qu'il n'a fait qu'à de rares occasions dans nos rencontres. C'est un homme ordinaire également, du point de vue étymologique. En français, ordinaire vient de ourdir. C'est un homme qui se veut dans l'ordre, donc, au sens de ourdir. Vous savez que ourdir, c'est l'ordre des fils de la trame qui permet de commencer à tisser. Eh bien,
Barbie s'est toujours voulu dans l'alignement des hommes et ainsi il peut commencer à ourdir, comme on dit, ourdir un complot par exemple. Barbie a toujours voulu être dans la ligne. Il lui faut être dans la ligne, celle qui définit un homme, selon lui, cette ligne, c'est la lignée généalogique, qui d'ailleurs, dans un lapsus compréhensible, dans le maniement de la langue française, il a dit génétique. Mais entre généalogique et génétique, nous le verrons, pour lui, il n'y a pas de différence, car c'est la logique de la succession parentale qui est productrice de l'être. C'est un lien de succession. Chaque individu a sa place et la résultante est contrôlée par l'officialité des unions. Ce qui importe, c'est l'officialité des unions. Une union reconnue par le groupe social. Les mariages doivent donc être codifiés. Il n'est pas question d'avoir des enfants dans des unions libres. Ce placement dans l'ordre signifie également que l'individu, par sa naissance, est déjà orienté dans le groupe social. Ses antécédents parentaux le placent. Il n'a pas à changer de place. Par là, donc, par ses parents, par le milieu dans lequel il naît, l'homme trouve sa place sociale. Et c'est par et dès sa naissance son devenir social. Par exemple, pour lui, les choses étaient claires, ses parents étaient instituteurs, eh bien, il était un enfant destiné aux études. Et il aurait été quelque chose de tout à fait désordonné qu'il ne fit pas des études. Le discours de Barbie, qui est abondant, qui ne nous a jamais été refusé. Nous avons parlé de moult choses. Avec lui, par exemple, j'ai traduit des passages de l'Iliade. Nous avons parlé grec, sachant que j'avais fait également quelques études en grec. Nous avons commenté l'actualité, puisqu'il avait un poste de télévision. J'ai donc pu, pour ma part, entendre le discours de Barbie, non seulement concernant ce qui pouvait lui être reproché, mais sur sa conception du monde. Eh bien, son discours est toujours un discours linéaire et toujours maîtrisé. Maîtrisé, non seulement pour lui-même, mais jusque chez l'autre. Et je crois que M. Weber, lors de ses passations de test, a pu vous dire combien Barbie voulait vérifier les réponses, si elles avaient bien été transcrites telles qu'il les avait données, etc. Le discours est maîtrisé jusque chez l'autre, jusque chez celui qui écoute. La logique est sans faille, sans contradiction, sans équivocité. Or, sans équivocité, il n'y a pas de possibilité de parler les uns avec les autres. Un mot obligatoirement résonne. Et le mot que je dis n'est pas le mot que vous entendez. Le sens que j'y mets n'est pas le sens qui est dans votre oreille. L'équivocité est obligatoire. Cette équivocité, Barbie voulait la réduire sans cesse et avait sans cesse recours au sens, au dictionnaire, et pas simplement pour traduire son allemand ou son espagnol de façon plus adéquate en français. Et puis, on vous l'a dit aussi sans doute, le discours de Barbie est sans humour. Il n'y a pas de jeu de mots possible, vous le voyez bien comme cela. Et surtout, ce qui est inaccepté, c'est un ordre dans une histoire qui tout d'un coup se révèle anarchique, qui vous surprend. Vous savez combien l'humour nous surprend. Ce qui nous fait rire, c'est la surprise de ce qu'on découvre en nous d'un nouveau sens, intolérable. La parole, réduite à un seul moyen de transmission, d'information, est dite, pour les analystes, une parole vide. Alors que la parole pleine est tout autre. La parole pleine est une parole étayée sur un objet médiatique. On parle actuellement de Barbie, par exemple, objet médiatique. Elle porte celui qui parle comme sujet, qui prend la responsabilité de sa parole et qui se dit
dans son discours. Non seulement qui donne des informations, mais qui se porte dans son discours. Cette parole pleine, donc, qui parle et qui porte le sujet qui parle aux oreilles de celui qui écoute, va résonner à son tour dans le corps des auditeurs. Et sous la vibration de la parole, l'auditeur peut répondre. Il a un enrichissement de son existence. Barbie, là, l'a toujours refusé. Pour Barbie, pas d'inconscient. Et ce qui est terrible dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas d'inconscient ni pour les autres, ni pour lui-même. Il se refuse à lui-même de n'être pas tout connaissable. Il peut tout savoir de chacun, il peut s'en attribuer la vérité profonde. Il y mettra le temps, il y mettra la ruse, mais il le saura. Il n'y a pas non plus, donc, comme je le disais, d'autre de lui-même. Lui-même se sent pris dans le tout connaissable. Et c'est pourquoi il a joué le jeu de la meilleure connaissance possible avec les experts, qu'il ne s'est jamais dérobé, qu'il a fait les tests le mieux possible, allongeant d'une façon énorme le temps de passation des tests. Il a été dans une extrême méticulosité. Il a essayé de prendre au plus près ces tests, car ces tests étaient pour lui ce qui pouvait le mieux répondre à son appétit de savoir, de tout savoir. La dénégation, donc, du don interhumain, la rigidité du discours réduit à l'information, le refus du non connaissable dans tout être, et par là le refus de l'autre, décrit quoi? Eh bien, ne décrit pas une pathologie, mais un mode de fonctionnement, ce qu'on appelle en psychanalyse une structure. C'est la manière dont on fonctionne, c'est la manière dont on prend en relation avec le monde. Cette structure a un nom, elle s'appelle structure obsessionnelle. Ce mode de cette structure, ce mode de fonctionnement, cette structure obsessionnelle, consiste surtout à ne rien donner malgré soi. Vous l'avez pu le constater dans ce que j'ai dit antérieurement. Car si, moi, obsessionnel, je donnais quelque chose malgré moi, ce serait la preuve d'une altérité non dominée en soi et en l'autre. D'où ce discours, filé, rigide, aux mots limités à un sens du dictionnaire. D'où la vérification perpétuelle de son pouvoir sur l'autre, sur un autre tout préhensible, dans des efforts manipulatoires. Ceci a comme conséquence une conception du corps humain. Barbie n'ayant pas un corps où naît une parole véritablement, puisqu'il parle comme employant un code commun simplement, mais ne générant pas une parole qui le porte, eh bien, ce corps devient un corps comme étranger, un corps machine, qui répond essentiellement à des schémas mécaniques, à des schémas fonctionnels, à différents niveaux. Je reviendrai pour quelques-uns. Ce corps machine s'oppose donc à un corps qui a pris sens de parole pour celui qui l'habite. Car comme vous le savez, quand nous parlons, quand nous sommes pris dans l'amour et dans l'émotion, eh bien notre corps s'oublie, ou il se manifeste à nous de façon étrange, et non plus dans une représentation anatomo-physiologique, par exemple. Un des aspects de l'obsessionnel et de ce corps machine, c'est l'analité. Et alors, véritablement, l'analité, nous avons dû en souffrir, je dirais, avec Barbie. Car, pour Jacques Védrine et moi qui étions médecins, nous avons dû, à chaque fois de nos rencontres, avoir un entretien sur ses possibilités défécatoires, sur sa constipation, pendant toujours très longtemps. Il a toujours été préoccupé, et ça n'a pas été une fois, ça n'a pas été deux fois, ça a été systématiquement à chaque fois,
à tel point que pour moi, ça devenait parfois une gêne considérable à entreprendre un nouvel entretien. Il est habituel d'ailleurs d'appuyer la structure obsessionnelle sur l'analité. Vous savez que, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de l'anal vous paraît quelque chose d'un peu de méprisable. Et pourtant, vous savez qu'on prend contact avec le monde par les trous du corps, par les orifices corporels. Et cette découverte de l'enfant, qu'il a un sphincter et qui peut retenir ce qu'imaginairement il croit être son corps, ce que sûrement est son bien. Les excréments ne sont pas des excréments pour l'enfant, c'est son bien. Eh bien, cette découverte qu'il peut retenir ou qu'il peut rejeter, qu'il peut faire un don à la mère qui lui demande d'être propre dans ce qu'elle lui tend être le pot, eh bien, ce don à la mère ou cet refus du don est la base de ce qui va être notre conception du don fait à l'autre. Tout pour moi ou détruire ce qui sort de moi. Notre langage est truffé de mots qui représentent l'excrément. Classiquement, cette fixation au stade anal, puisque c'est comme cela que Freud l'a appelé, décrit pour celui qui en est porteur ses qualités, ou défauts comme vous le voudrez, mais ses qualités psychiques, l'ordre, la parcimonie et l'entêtement. On peut penser que pour Barbie, il en est de même. Je voudrais poser à M. Gonin une question. Est-ce qu'il pense que la psychanalyse est une science? Monsieur Vergès, je suis content de votre question, comme on dit en politique. Vous êtes toujours content. Pardon ? Vous êtes toujours content. Parce que, en effet, la psychanalyse, heureusement pour elle, n'est pas une science. Si elle était une science, elle serait uniquement destinée à faire des constats chez l'autre, des constats statiques, entomologiques, anatomocliniques, comme on le voit en médecine. Il s'agit là de ce qui touche l'homme au cœur, comme je l'ai dit. Il s'agit d'une étude et d'un témoignage sur la relation humaine, ce qui fait exister l'homme. Ce n'est pas une science. Et ça, le jour où la psychanalyse serait une science, elle ne serait justement plus. Elle a une place particulière, cette psychanalyse, et elle est obligée d'être dans cette place pour rendre compte au plus près de ce qui se passe en l'homme, dans cet entre-deux dont je parlais tout à l'heure. Monsieur le Président, Monsieur Gonin également nous a évoqué la constipation dont souffre Monsieur Barbie. Il y a vu la persistance d'un stade anal, la volonté de garder secret ce qui doit être excrété. Je voudrais lui poser la question. Est-ce qu'avec un bon purgatif, cette situation perverse n'aurait pas pris fin? Pour répondre toujours dans cette voie, il y a eu une réponse médicale à cette constipation. Ce qui fait que Barbie, pendant toute sa détention, a pris de l'huile de paraffine. Ce qui, comme vous vous en souvenez sans doute, a d'ailleurs été à l'origine d'une erreur de manipulation, puisqu'un jour, à la place de l'huile de paraffine, il lui a été mis dans sa bouteille du silicate de soude. Ce que, je crois, on avait interprété comme une volonté d'attenter au jour de Barbie. Donc Barbie, tous les jours, avait à sa disposition une bouteille d'huile de paraffine pour, comme le dit Maître Vergès, réduire cette position qui était désagréable. Il n'empêche que cette constipation est passée. Et puisque la question est posée comme ça, il est bien entendu, et je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion, je ne dis pas que tous ceux qui sont constipés, je m'excuse, mais c'est vraiment assez extraordinaire, sont des obsessionnels. Je ne dis pas que tous ceux qui souffrent de cette affection-là sont dans la structure de Barbie.
je dis que, joint aux autres éléments connus de Barbie, joint au fait qu'il en ait fait cet étalage répétitif et quasi persécuteur pour ses interlocuteurs, il ne s'agissait plus d'une constipation dont il souffrait, mais d'un élément intestinal de rétentionnel dont il faisait souffrir son interlocuteur, ce qui n'a rien à voir. Faire état, si, mesdames, messieurs, vous êtes constipés, je ne sais pas si vous en faites régulièrement état aux autres, je ne sais pas si vous leur en parlez pendant des heures avant d'introduire tout entretien, mais à ce moment-là, il faudra quand même vous interroger sur votre manière de fonctionner et de prendre langue avec l'autre. C'est une drôle de manière d'entrer, si je puis dire, en matière que cette constipation-là. Son moral est bon, sa santé est mauvaise. Sa santé est mauvaise pour un fait que personne ne conteste. Il a eu, un mois avant son arrestation, en Bolivie, une attaque cérébrale, dont il lui reste une légère claudication et des douleurs intenses aux membres inférieurs. Il n'est pas soigné pour cela. Ou plutôt, il est soigné comme les vétérinaires des prisons soignent leur bétail. Aspirine contre la migraine et pilule pour dormir. Et laxatif contre la constipation. Je pense que pour la maladie dont il est atteint, c'est un remède un peu rudimentaire. Et je demandais que des médecins experts que je choisirais puissent venir le voir. On me l'a refusé. Jamais sous les 43 que la France a eus, sous ses 5 républiques, sous ses 2 empereurs, on n'a jugé un homme plus de 10 ans après les faits. Il me disait il y a quelque temps, maître, depuis 3 ans, je n'ai pas vu un animal, une plante, ni même le ciel. Bertrand Poirot-Delpech. Les avocats passent pour ne pas avoir de conviction. La vérité, c'est que c'était le devoir professionnel, c'est d'épouser la cause. Et les éventuelles raisons atténuantes que peut avoir l'accusé, leur client. Donc, lui a fait feu de tout bois. Il savait que sa cause était très mauvaise. Il allait se retrouver, il s'était retrouvé du bon côté, je dirais, entre guillemets, lors des guerres coloniales, où tous les gens du FLN ou les Français qui s'étaient associés à la rébellion, d'une façon ou de l'autre, se sont trouvés défendus ou soutenus par Vergès. Et alors là, il faisait ce qu'on appelle une défense de rupture. Il ne voulait pas accepter même les règles du débat judiciaire à la française. Et là, il a essayé de dire que Barbie était un paria, mais que c'était pas le contraire d'un héros de la résistance du tiers-monde, ce qui est évidemment une ânerie. Mais il savait ce qu'il faisait, et donc je pense que sa défense n'était pas très bonne. Parce que il a joué beaucoup de ce qu'il était seul, quoique après il a eu deux auxiliaires, deux confrères qui l'ont entouré. Mais en face de lui, il avait 40 robes noires qui s'agitaient, parmi lesquelles il y avait le plus grand ténor du barreau parisien ou lyonnais, et la partie civile, les victimes évidemment, enfin les représentants des victimes, étaient évidemment surabondants face à lui. Alors il a même parlé de meute à un moment, la meute de la partie civile, et là il s'est fait rembarrer parce que on ne parle pas de la partie civile dans ces termes-là. Mais parce que il va toujours aux limites de se faire presque radier à l'audience. C'est sa façon de faire. Barbie ne l'écoutait peu, se faisait parfois traduire des incidents d'audience, mais dans l'ensemble, c'est lui qui a mené le procès avec un mannequin posé derrière lui. Richard Zelmati, avocat des parties civiles. Le président André Serdini va présider, parce qu'il est le président de la Cour d'assises du Rhône, va présider ce dossier très délicat. Il sera épaulé par 2 assesseurs, mais qui, outre l'appui ou l'aide qu'il lui donne, sont totalement donc muets. Les débats sont exclusivement dirigés par le président. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que pour le président également, comme pour nous tous, et tant mieux pour ceux qui n'étaient pas donc prisonniers de l'émotion, eh bien il y a cette émotion et la perception que les débats risquent d'être difficiles et que comme vous êtes pour la première fois sous le feu d'une caméra et sous la plume de l'ensemble des journalistes, cela est important et rien ne doit laisser au hasard. Il va présider les débats, mais avec sa nature. Il y a des présidents d'assises dirigistes par nature, et puis il y a ceux qui considèrent
ce sont pour ma part ceux-là que je préfère, que après tout, si notre législation impose la présence d'un jury donc populaire composé de 9 membres tirés au sort sur la liste électorale, eh bien ils sont 9 juges et qu'après tout, c'est à eux qu'il faut restituer la possibilité également de juger. Et 2 tendances peuvent se dégager, le dirigisme ou l'encadrement des jurés. Je pense que le président Sardini, que j'ai connu par ailleurs dans le procès, était donc plus légitimiste et il a considéré que ces jurés qui pouvaient poser des questions, etc., en faisant passer donc des papiers, avaient un rôle prépondérant qui était équivalent au sien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a démérité. Son objectivité peut faire dire à certains qu'il a été donc insignifiant. C'est pas ça. C'est que dans ce débat où lui-même refait l'instruction à la barre à charge et à décharge, il ne fallait en aucune façon qu'une impartialité, si vous voulez, soit remise en cause, de quelque façon que ce soit. Et que aussi bien côté accusation, précédemment côté partie civile et côté défense, eh bien, il est pu, lui, président, tout équilibré. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Alors, bien sûr, si c'est fait avec un tel souci d'objectivité, ça peut paraître comme étant un manque d'engagement et que on a pu peut-être penser que sa personnalité était quelque peu terne. Je crois que sa tâche était très difficile et que cette volonté d'objectivité pour qu'une justice saine puisse être rendue et exempt de reproches, eh bien, il fallait s'attacher à un équilibre. Un équilibre, forcément, ça passe par quelques concessions, mais je terminerai en vous disant à ce propos qu'il y a 2 tendances. Le président dirigiste et celui qui donne une plus grande liberté aux jurés. Et à mon sens, les jurés, dans ce dossier-là, ont pu remarquablement s'exprimer. En face, là aussi, une équipe, mais une seule voix, remarquable. Un procureur général en titre, Pierre Truche, aidé par un avocat général remarquable, Jean-Olivier Viau. Un tandem exceptionnel. Oserais-je dire avec vraiment, parce que je suis lyonnais, que je considère qu'à ce moment-là, le plus grand parquet général de France est à Lyon. Je crois que je ne serai pas démenti, ni par les avocats, ni par les magistrats. L'itinéraire de Pierre Truche, bon, doit-on revenir là-dessus, si vous voulez, magistrat donc d'exception, qui a eu président ou directeur, je ne sais pas quel est le terme de l'école de la magistrature, magistrat très inventif parce que c'est lui le premier qui, à Lyon mettra en place le parquet financier, celui-là même qui aujourd'hui nous vaut partout en France les affaires. Un homme de consensus, de grande compréhension, de grande humanité et un très grand travailleur. Et si on devait garder, comment vous dire, un trait fort de sa personnalité, je crois que c'est l'humanité et la compréhension de l'autre. À côté, avec les mêmes qualités, mais une persévérance, une obstination, une intelligence et une acuité. Jean-Olivier Viau, un des grands magistrats formés donc essentiellement donc à Lyon, va lui apporter une aide remarquable. Et les 2 hommes vont prendre la place du ministère public et vont à aucun moment démériter. Surtout qu'en face, il y a un système de défense dit de rupture qui va poser quelques problèmes et aux uns et aux autres. Mais je vais être peut-être trop flatteur, mais je pense vraiment ce que je dis. Et ils étaient, côté bien sûr de l'accusation, remarquablement préparés. Et c'était la moindre des choses dans un tel procès. Je pense qu'ils n'ont pas loupé leur rendez-vous avec l'histoire. Le procès Barbie. Une série de Dominique Missika. Archives INA. Extrait du film Le combat de Serge Klarsfeld de Gloria Campana. Mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhennec.
Réalisation Pierrette Perronneau. C'est l'été sur France Culture. Retrouvez tous nos programmes sur franceculture.com. Au rendez-vous de l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, Quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, le vif échange de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, Quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Retour de l'été, retour au texte. Des captations à suivre chaque samedi et dimanche sur France Culture. Carte blanche à Jean-Louis Trintignant. Désir d'auteur, François Bon et Olivier Cadiot. Pétrarque et l'Europe au Collège de France. Et la danse irrévérencieuse des mots, une soirée consacrée à Robert Walser. Retour au texte, 20h10, suivi d'Orphée Studio, enregistré tout au long de l'année au Théâtre de l'Aquarium. Dans la ronde des mots, Pasolini et Eugenio de Andrade, Bertolt Brecht et Antonin Artaud, Svetaina ou Jim Morrison. Retour au texte, samedi et dimanche, du 26 juillet au 29 août à 20h10. Un traité culinaire et savant. Chaque jour, Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi, le jour des enfants, nous sommes avec Olympe Versini. Alors Olympe Versini est chef de Casa Olympe, 48 rue Saint-Georges dans le 9e à Paris. Et elle vient de publier un livre, La gourmande impatiente. Ça dit tout. Alors bonjour Olympe. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, notre première rencontre de cette série avec vous se fera sur la tapenade. J'ai appelé ça prototype d'un mets universel. Je sais pas bien pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des tas de déclinaisons. Il y a d'abord des tas de déclinaisons et puis faut pas oublier que l'olive a nourri des gens en quantité dans voilà, tous les pays du bassin méditerranéen. Donc c'est l'olive. C'est l'olive qui nous réunit. C'est l'anchois qui a fait tellement de sens. Attendez, on sait pas encore ce qu'il y a dans la tapenade. Hein. Alors je vous lis une recette qui est prise d'un livre de Guy Géda, qui est un chef provençal. Alors c'est un chef, oui, c'est un chef provençal. Le grand livre de la cuisine provençale. C'est un livre très charmant avec des tas de jolis petits dessins. Noir et blanc, il n'y a pas de ces photos extraordinaires en couleur qui font qu'on fait des plats qu'on n'y arrive jamais à faire. Bon, alors je vous lis. Hein. Donc, vous allez voir, c'est succinct. Dénoyautez les olives noires, dessalez, rincez et mettez en filet les anchois, pressez le demi-citron, pulvérisez dans un mixeur les olives noires, les capres, les anchois. Poivrez, versez petit à petit l'huile d'olive et le jus de citron. C'est tout simple, hein. C'est très très simple. Attention, le point est juste après noir. Ah. Alors c'est dans les olives noires, elles sont dessalées. Ouais. Déjà. En revanche, c'est l'anchois qu'il faut dessaler parce qu'on utilise un anchois au sel qui est conservé au sel. Et un anchois à l'huile, on peut pas? Non, c'est mieux d'utiliser un anchois au sel qu'on a bien rincé. Et pourquoi alors c'est mieux? Eh bien parce que sa chair est plus épaisse. Oui, mais si on pulvérise dans le mixeur après. Oui, mais ça donne un liant. Ah d'accord. Ça donne un liant important pour cette recette. Mais si je me souviens bien, moi, j'avais un arrière-grand-père qui était provençal, un copain de Mistral. Alors, tapenne, c'est les capres. Hein. Dans une tapenade, il doit y avoir des capres. S'il n'y a pas de capres, c'est pas une tapenade. Ah bah absolument, c'est ce qui donne le nom à cette recette. Et en plus, je vais vous dire plus, les capres de Toulon. À l'époque, on utilisait les capres de Toulon. Les Marseillais venaient à Toulon ramasser les capres. Versini, c'est un nom de là-bas. On sent que vous avez des affinités avec la tapenade. Hein. Bon, alors on est parti. Donc, fin de ce chapitre introductif sur la tapenade. Nous allons commencer bientôt à y regarder de plus près.
Chapitre 2 de notre émission du jour sur la tapenade, prototype d'un mets universel en compagnie d'Olympe Versini. Alors Olympe, on est parti de cette recette de tapenade qui est dans le fond toute simple. Il y a des olives, il y a de l'huile, et puis il y a des capres, des anchois et du citron. Hein. Demi-citron, c'est quand même un peu exotique, non Ben non, parce que le citron, il y en a depuis très longtemps dans le Midi, des longtemps, à Menton, vous savez qu'il y a la fête du citron. Oui, donc il y a le citron, sur toute la côte, il y a le citron, donc ça c'est indispensable. Et il y a besoin quand même cette légère acidité. Ça c'est une question de goût. Astringent.